Merci, bonjour à tous. Donc nous allons échanger pendant 1 heure autour des questions que pose la présence et le maintien des activités économiques au sein des espaces urbains. Donc pour situer, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quand même, c'est de savoir si l'industrie a encore sa place au sein des villes et comment cette insertion peut se poursuivre et le développement des entreprises se maintenir malgré les fortes contraintes qu'on va sans doute aborder aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je vais reprendre la présentation des intervenants, des participants. D'abord, David Bélanger, directeur de projet à la CERL. Je vous laisse peut-être vous présenter en 1 minute. Tout à fait. Donc, je suis directeur de projet à la CERL et également directeur du projet Usine, qui sera un petit peu plus présenté ce matin, qui se veut un site pilote de la transition industrielle. Merci. Ensuite, Didier Bondil, directeur opérationnel chez Aldes. Bonjour à tous. Donc Didier Bondil, en charge des opérations chez Aldes. Donc les opérations, c'est à la fois la fabrication des produits, mais c'est aussi le redéploiement des activités industrielles et des usines du groupe Aldes. Donc on y reviendra durant cet exposé. Samir Rachet, ensuite, qui représente les sociétés Lyon-Moule SR et Cluzel SR. Pardon. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, je suis le dirigeant de Lyon-Moule et Cluzel. Ce sont des sociétés presque jumelles. Il y en a l'une qui fait des outillages proto et de l'injection, l'autre des outillages série qui sont destinés pour les transformateurs de matières plastiques. Voilà, nous travaillons avec tous les secteurs de l'industrie sans aucune différence. Donc, des grands comptes pour l'automobile comme des petits comptes pour des industriels locaux. Très bien. Et peut-être préciser concernant vos 2 sociétés qu'elles sont déjà implantées oui, tout à fait. Au sein de la métropole de Lyon. Lyon-Moule est à Villeurbanne, à côté des périphes, et Cluzel, il est à Saint-Bonnet-de-Mur. Et pour Aldes Et pour Aldes, société historiquement lyonnaise, implantée sur la région depuis 100 ans, et avec une réimplantation que j'exposerai un peu plus tard. Merci. Et enfin, donc Adrian Vickery-Hill, qui nous vient donc de Bruxelles et qui va se présenter, donc chercheur sur les questions d'industrie en espace urbain. Bonjour, je suis Adrian Hill. Je suis chercheur, mais aussi j'ai une formation comme urbaniste. Et le thème qui m'intéresse, c'est le croisement entre la gouvernance territoriale et des questions de production en ville, la ville productive ou l'industrie en ville. Et je vais m'excuser, je suis australien à la base, donc français, c'est pas ma langue maternelle. Et je l'ai appris en Bruxelles, et en Bruxelles, on parle plutôt l'espéranto que le français, donc mes excuses. Merci en tout cas de faire l'effort de vous exprimer en français à nos côtés. Alors, sans plus attendre, nous allons entamer la première séquence de cette table ronde qui va interroger finalement l'état de la relation entre la ville et l'industrie. Alors, je vais essayer de combiner les différents supports et les interventions des participants. Et pour commencer, peut-être revenir avec vous, Adriane, sur finalement l'état actuel de l'industrie présente en ville. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des activités économiques que l'on trouve, enfin des activités industrielles plutôt, que l'on trouve en ville, et finalement pourquoi sont-elles là alors que toutes les tendances mènent à sortir plutôt une partie de l'industrie des villes? C'est intéressant de regarder ces questions avec une perspective historique, parce qu'il y a 2 perspectives, ce qu'on a perdu et ce qu'on a gagné. Si on regarde la question de qu'est-ce qu'on a perdu, donc à partir des années 50, il y a bien sûr une question dans les villes de centraliser certaines productions, de l'augmentation de la production. Donc, enfin, on a besoin de moins d'espace de production. Et avant les années 50, avec les moyens de transport
qui sont moins efficaces qu'aujourd'hui. Les villes, ils produisent en grande variété de choses. Donc, mais à partir des années 50, avec l'ouverture en fait, ça c'est une image parfaite parce que c'était la signature, le début de World Trade Organization, 1989. Et à partir de ces moments, en fait, on a centralisé avec le système de transport et il y a les productions qui pourraient être centralisées, concentrées, qui étaient faites. Donc, mais à la fois, donc ça c'est au niveau de concurrence nationale ou internationale, mais il y a la question des les activités que les villes ont besoin, donc nourriture, construction, réparation, des choses comme ça, qui sont difficiles à décoller de l'échelle métropolitaine. Alors, comme mes collègues ici vont absolument expliquer après ma intervention, c'est impossible de généraliser avec l'histoire de l'industrie en ville. Il y a beaucoup de variables. Il y a la question des propriétaires. Si les propriétaires sont un organisme familial, normalement l'activité va rester en ville. Si possible, on a vu que si les activités familiales, normalement, ils bougent de la centre-ville à les extérieurs, à l'aire métropolitaine. Si la compétitivité était trop forte, parfois, un aspect de la chaîne de production restait en ville, par exemple la conception ou le financement, autre chose. Il y avait des aspects qui sont exportés parce que c'était plus efficace de produire ailleurs. Alors, les choses qui ont resté, et ça c'est bien intéressant, par exemple, on a des histoires comme le soie à Bologne qui a transformé en production de machines. À Manchester, on a le matériel qui actuellement, ils produisent pas grand-chose en lien de matériel, mais c'est matériel très high-tech. Donc voilà, on a vu que la production va concentrer plus et plus. Il y a beaucoup de variables, on n'a pas le temps d'expliquer tous, mais certainement mes collègues vont pouvoir préciser. Merci Adriane. Et je me tourne donc vers nos représentants d'entreprise et peut-être d'abord vers Didier Bondil. Finalement, quelles sont les attentes et les logiques d'implantation aujourd'hui de sociétés comme la vôtre au sein d'un espace métropolitain ? Alors, tout d'abord, je vais illustrer les propos d'Adrien à travers l'exemple de Aldes, qui finalement illustre très bien ce que vivent toutes les entreprises aujourd'hui. Historiquement, Aldes était implanté dans le centre de Lyon, à la Part-Dieu. Alors, c'était dans les années 20. Et la pression immobilière et surtout le développement de l'entreprise a fait qu'on a dû s'urbaniser. Donc on est allé s'installer rue Feuillat, un peu plus loin, dans la région, toujours dans Lyon, mais un peu plus loin. Et dans les années 80, avec, encore une fois, l'expansion de l'entreprise, on se retrouve sur le site actuel qui est au bord du périph', sur la commune de Vénissieux. Et aujourd'hui, l'entreprise continue sa croissance. Et si on regarde ce qui se passe sur le marché, on devrait se poser la question, comme tout le monde, d'aller s'implanter à 50 km de la ville et aller s'exiler dans des zones qui sont aujourd'hui des zones industrielles, mais qui posent d'autres problématiques. Aujourd'hui, la problématique de nos salariés, on se pose la question, est-ce on a 500 personnes sur les sites de Vénissieux? Est-ce que c'est logique aujourd'hui, dans les questions que se posent les salariés, d'aller s'exiler à 50 km? Savoir, la contrainte, c'est prendre sa voiture, c'est déséquilibrer cet équilibre vie perso, vie professionnelle. Donc ce sont des questions qui se posent à nous. Donc je reviendrai un petit peu plus loin dans l'exposé. Mais donc aujourd'hui, Aldes est face à une problématique de redéploiement de son empreinte industrielle sur la région. Et donc vous verrez tout à l'heure dans la deuxième partie les réponses que l'on amène et ce que l'on attend aussi des pouvoirs publics pour nous aider dans ce redéploiement industriel.
Merci Didier. Samir, peut-être aussi le point de vue d'une entreprise plus petite, elle aussi implantée depuis de longues années en zone urbaine. Quelles sont aujourd'hui finalement les logiques? Est-ce qu'il y a des tensions, des facilitations? Disons qu'il y a un avantage qui n'est pas négligeable. Je veux parler des deux sociétés, je vais les séparer. Pour Lyon Moule, j'ai moins de difficultés à trouver des salariés parce que là, je suis à côté des périphes, je suis presque au cœur de Villeurbanne. Et quand je mets une annonce, j'ai des multitudes d'offres. Alors que le problème ne se présente pas de la même manière pour Cluzel, qui est à Saint-Bonnet-de-Mur. Donc j'ai moins quand je fais une offre, j'ai moins de candidatures. J'ai des problématiques de distance, des problématiques de déplacement qui sont pas, que je ne trouve pas sur Lyon Moule. Donc plus on s'éloigne de la ville, plus on a d'autres problèmes qui viennent s'ajouter. Je veux citer par exemple le cas des candidats qui me disent qu'à poste égal, ils préfèrent faire 10 km pour venir au boulot que faire 20 ou 30 ou 40 qui nécessitent d'une part un trajet plus long, d'autre part c'est de la pollution, c'est de la consommation, c'est du temps perdu. Donc beaucoup de problématiques qui sont associées à cet éloignement de l'entreprise. On a tendance depuis des années à pousser les entreprises vers l'extérieur, à les éloigner. C'est un petit peu le mouvement centrifuge, qu'on les éloigne, et puis on oublie de résoudre les problèmes adjacents à cet éloignement de la ville. Voilà. Et peut-être quand même est-ce qu'il y a quand même certains avantages à être dans ces secteurs périphériques où finalement aujourd'hui le modèle industriel ne correspond plus aux caractéristiques de ces espaces? Alors Samir et puis après Didier, peut-être vous reprendrez la parole. Disons les avantages sont nombreux parce qu'on est très proches les uns des autres à partir du moment qu'on travaille dans des secteurs d'activité. Donc on n'est pas engorgé par rapport à la ville, par rapport à des déplacements. Quand on vient en ville, le matin, on n'a pas le même temps pour venir, les soirs pareil. Il y a des facilités de transport dans le sens que c'est plus fluide. On travaille avec des gens qui sont dans la plupart dans les zones industrielles. C'est vrai, ce sont des avantages qui ne sont pas négligeables. Il y a aussi des raisons pécuniaires, donc comme la taxe qu'on appelait à l'époque la taxe professionnelle. Les impôts ne sont pas les mêmes d'une zone industrielle à une autre. Donc on ne paye pas la même chose. Donc il y a pas mal d'avantages, mais il y a aussi pas mal d'inconvénients. Merci Didier. Alors j'évoquais tout à l'heure l'équilibre vie perso, vie pro. Et c'est vrai que quand on interroge nos salariés, ce paramètre est un paramètre primordial. Donc aujourd'hui, quand on se pose la question d'aller, encore une fois, installer une entreprise à 50 km, l'avantage effectivement c'est de trouver des surfaces qui permettent d'imaginer les 20 prochaines années. On peut trouver des surfaces de plusieurs hectares à 50 km de Lyon. Mais par contre, on a cette contrainte de transport qui est importante. On a cette contrainte écologique sur la décarbonation de l'industrie et sur toutes ces émissions de CO2 qu'on va générer tous les jours. Mais pour nous, on a détecté un paramètre qui n'était pas évident. Et en interrogeant des entreprises similaires à la nôtre, 500 personnes, ETI, installées à 50 km de Lyon, finalement, on se retrouve avec des problématiques de ressources. Et encore une fois, on trouve... ces sociétés-là nous indiquent qu'elles ont beaucoup de mal à recruter localement et que finalement, elles sont en compétition les unes avec les autres sur ces zones industrielles et ça crée des espèces de relations de voisinage qui ne sont pas forcément très bonnes. Donc en fait, on se pose toutes ces questions. Alors, ce n'est pas pour ces raisons-là, mais nous, on devient des industriels militants pour le maintien de l'activité industrielle dans la ville. Et donc on parle non plus d'industrie ni d'usine, mais on parle de manufacture avec ces paramètres-là, c'est-à-dire le bien-être de nos salariés, l'empreinte carbone et l'équilibre entre la cité et l'industrie.
Ok, donc on le voit finalement, les problématiques des entreprises sont nombreuses et ce qui ressort, c'est la difficulté pour les entreprises de trouver de la place. Finalement, quand on s'interroge sur la place de l'industrie en ville, se pose la question des surfaces précisément sur lesquelles ces entreprises peuvent se maintenir et se développer. David Bélanger, qu'est-ce que vous pouvez nous dire finalement de la manière dont les aménageurs aujourd'hui, ceux qui produisent ces surfaces ou qui accompagnent en tout cas les entreprises, comment vous travaillez pour intégrer ces besoins dans ce que vous produisez? Alors, déjà, on écoute leurs besoins et donc je suis très content de pouvoir échanger ce matin avec mes voisins. On les écoute et dans le cadre du projet usine, on a été les interroger. On s'est appuyé sur 2 juniors entreprises de l'EM Lyon et de l'École des Arts et Métiers, où on a eu l'occasion de questionner plus de 50 entreprises sous forme de questionnaires écrits et d'en interviewer une vingtaine, en variant vraiment les tailles et les typologies des grands groupes, PSA, Microelectronics, Engie, des PME, Rêve 3D, Visiative, des startups. On retrouve effectivement les attentes qui ont été exprimées dans le cadre d'implantation urbaine. Finalement, le premier point commun à toutes les sociétés questionnées, c'est effectivement cette capacité de pouvoir s'inscrire dans un écosystème humain qui intègre effectivement cette capacité de recruter plus facilement des compétences à différents niveaux de formation, que ce soit sur les niveaux ouvriers, techniciens, ingénieurs. Donc cette proximité effectivement entre lieu de résidence et lieu de travail. C'est aussi une proximité aux différents réseaux d'entreprises, donc les associations d'entreprises, la proximité à l'enseignement supérieur, à la recherche. Donc ces passerelles effectivement qui sont facilitées par une implantation en milieu urbain. Et puis comme cela a été dit, c'est effectivement la vie quotidienne pour ces salariés en termes de mobilité, faciliter les déplacements, offrir des alternatives à l'usage de la voiture. Ces salariés dans un environnement urbain, on le voit ici autour de l'implantation d'usines, c'est des accès au commerce, des accès aux services, au-delà des lieux de résidence. Sur cette photo aérienne, on visualise le site usine contigu à des espaces commerciaux au nord et à l'ouest, mais contigu aussi à des lieux d'habitation, aussi bien en collectif qu'en pavillonnaire, on le voit à droite. Donc cette cohabitation, elle existe néanmoins, on a des lieux d'implantation sur le territoire. Usine s'inscrit dans un périmètre plus large de Lyon-Paris Factories qui regroupe sur ce bassin de Lyon 8 Sud, Vénissieux Nord et Saint-Priest 200 établissements, 10 000 emplois, dont Aldès qui a rappelé son implantation. Elle existe et finalement le rôle de l'aménageur, mais bien sûr en partenariat avec la collectivité, puisque ça ne peut pas se faire sans elle, c'est d'intensifier les usages sur ces espaces préexistants. Il y a une rareté du foncier, mais sur ces espaces existants, ce que peut apporter effectivement l'aménageur et ses partenaires, c'est d'intensifier l'usage. Donc ça veut dire tout simplement le densifier ou réorganiser l'espace, tout en profitant de cette intervention à l'échelle d'un aménagement pour assurer la transition écologique et environnementale du site. Et ça, j'y reviendrai dans la deuxième partie. Merci. Et finalement, peut-être pour rebondir quand même sur ce que vous disiez, quand vous parlez d'insertion, de prise en compte des besoins et de veiller à ce que finalement tout ça s'articule, est-ce que vous avez déjà observé des points de tension ou au contraire des points de blocage et peut-être aussi des perspectives pour justement faciliter cette relation Effectivement, le rôle de l'aménageur, c'est aussi de travailler en créant le dialogue entre
l'implantation entre l'industriel et son environnement urbain, et notamment les habitants ou les services. Ce dialogue, cet échange avec les habitants qui peut se traduire en termes d'emploi, mais qui doit aussi se traduire en termes de proximité, de changement d'image de l'industrie. On a un lycée qui est situé juste de l'autre côté du boulevard Marcel Samba, en face d'usine. C'est de créer effectivement ces passerelles, c'est d'ouvrir ce monde industriel. Là aussi, on s'appuie sur nos partenaires collectivités. Sur le site usine, on a notamment eu l'occasion au début de l'été de faire visiter le site à plusieurs comités de quartier environnants. Tous le connaissent déjà, ont souvent eu une histoire familiale avec ce site qui a été exploité par Bosch et préalablement par Sigma depuis la fin des années 40. Mais effectivement, ce dialogue, il faut le réouvrir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur du côté des industriels, puisque tous ceux que nous rencontrons s'inscrivent dans cette transition environnementale, dans les différentes démarches RSE sur lesquelles on reviendra dans la deuxième partie. Et donc, il faut effectivement s'ouvrir, tout simplement, et ne pas avoir peur du dialogue. Et cette compréhension mutuelle, elle va permettre de réattirer aussi des talents, encore une fois, à différents niveaux de poste, vers ces entreprises. Merci. Je vous propose donc de maintenant nous projeter un peu plus vers l'avenir et entamer dans ce second temps donc, de la table ronde une réflexion autour des perspectives finalement qui s'offrent à la relation entre la ville et les activités industrielles et notamment les activités productives, puisque on veut aussi mettre l'accent sur cette dimension productive en tant que telle. Et je vais me tourner à nouveau vers Adriane pour savoir finalement quelles sont les grandes tendances aujourd'hui. On l'a un peu évoqué, les besoins de l'industrie évoluent, sans doute parce que l'industrie elle-même, les activités, les types de production évoluent. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on observe partout ? Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Finalement, quels sont les secteurs émergents et qui sont susceptibles de se redévelopper en ville ? Alors, c'est une question assez complexe. C'est une bonne image, en fait, de démarrer cette discussion. Donc, si je reviens dans le passé, il y avait une tendance d'avoir des usines plus et plus grandes. Et au moment dans les années 50, 70, qu'il y avait des activités exportées. Donc, ces grandes usines ont devenu des friches. Mais la tendance, c'était en fait de ne pas avoir des grandes entreprises dans les villes, en fait de réduire la taille des entreprises et à faire beaucoup plus de collaboration. Donc à Bruxelles, donc ceci c'est un des quartiers de fin 19e siècle, début 20e siècle, qui était rempli avec la production, avec un quartier très mixte. Maintenant, c'est les activités productives en partie. Il y a beaucoup de pression pour le mobilier des logements. Mais on voit en fait qu'il y a aussi une grande demande pour des choses customisées. Donc, production de mobilier, production des artisanats, des choses comme ça, au prototypage. Et tous ces acteurs, ils ont besoin d'un espace assez accessible. Mais c'est un grand challenge d'avoir le prix des foncières que c'est accessible. Par exemple, le prix commercial pour un espace un magasin, c'est plus ou moins à Bruxelles 20 à 30 euros pour mètre carré. L'industriel, c'est jusqu'à 10. Mais quelqu'un qui va démarrer son activité veut payer jusqu'à 5. Donc, c'est une grande question et un challenge d'avoir ces espaces d'accueil pour ces activités petites qui peut grandir et peut-être aller trouver un espace plus loin. Donc, dans le périphérie, le moment qu'ils vont construire des grandes activités. Il y a aussi des activités des industries qui revient, donc les grandes industries, qui veut sa place dans la ville, par exemple avec le site des usines, parce que
ils sont les endroits de créativité. Donc, c'est la croissance entre les idées et la production, la tête et la main. Et donc, on voit à Bruxelles, en fait, la construction de ces sortes d'espaces avec un espace des lieux de production, mais à la fois des espaces des réunions, des bureaux, des choses comme ça. Voilà. Alors, il y a toute une question, et ça c'est bon de montrer, qui est on a la chaîne de production, parce que, alors, l'industrie a changé, la production manufacture a changé, mais la pensée de ce système n'a pas changé. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que les usines produisent beaucoup de fumée et sont très polluants avec beaucoup de camions et des choses comme ça. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est une grande relation entre produits et services. Donc, l'innovation vient de deux sens. On a le produit qui a une sorte de service attaché. Donc, par exemple, un iPhone, c'est l'exemple classique. Mais il y a aussi le service avec un aspect de production. Par exemple, ici, on a un foire qui est construit, démonté. Il faut avoir les espaces de production parce qu'enfin, nous, on a besoin de la question des services, d'utiliser juste l'espace, mais on ne veut pas juste construire. Donc ça, c'est une grande opportunité de penser de cette relation entre services et production. Il y a aussi des secteurs, juste pour revenir sur la question des secteurs émergents, j'ai mis ces bouteilles sur la table parce que c'est une idée d'un mec à Haarlem, aux Pays-Bas, qui a vu sur la plage beaucoup de bouteilles en plastique. Il a dit, mais pourquoi? Et lui a pensé, OK, je dois trouver une solution. Donc lui a trouvé un designer. Il a fait la recherche et développement avec TU Delft. Après ça, il a vu, OK, on a besoin d'un système de production, Production Related Services, et la question de comment on va connecter le produit avec le marché, donc Product Related Services, et le sales and marketing était tout autour à Amsterdam. Donc la production, c'est pas loin d'Amsterdam en fait, mais ces bouteilles, c'est peut-être beaucoup plus un bon marché si produit en Chine. Mais par hasard, il y avait le commun industriel. Le commun industriel, c'est le fait qu'on a les moyens de produire ces choses. Donc, le monsieur qui a eu l'idée pourrait, dans quelques pas, produire un produit et le vendre localement ou ailleurs. Voilà. Alors, pour la question je vais finir avec ces points, c'est la question avec toute cette dynamique avec l'industrie 4.0. Bien sûr, on a une opportunité avec cette production beaucoup plus efficace, beaucoup plus vite et beaucoup plus possiblement customisée, qui c'est difficile à remplacer avec l'importation des choses. Donc ça c'est l'opportunité pour des nouveaux secteurs qui peuvent utiliser la base qu'on avait eue, l'industriel commun, pour traduire ces compétences à des produits nouveaux, peut-être de shifter le marché ou shifter la sorte de production, mais utiliser la base qu'on a pour produire des choses à nouveau avec une efficacité customisée et réactionnalisée plus cadrée à les besoins des villes. Je vais finir avec donc ça. en fait, ce que vous nous expliquez, c'est que l'industrie, à mesure qu'elle se précise, qu'elle est plus pointue finalement en termes d'innovation, de process de production, se relocalise en ville, a besoin finalement de toutes ces compétences, de tous ces éléments
complémentaires, et notamment, on dirait, sur l'amont, pour développer de nouveaux produits, répondre aux nouveaux besoins, c'est ça? Absolument. Alors, si vous allez juste une slide en avance, j'espère que... Voilà. Cette slide montre qu'il y a toutes les étapes de production, mais ils sont pas tous concentrés à l'échelle de la ville, parce que il y a question des logistiques, question des prix des foncières, question des besoins d'un espace abordable pour les activités plus grandes. Donc, il faut réfléchir à la taille, les aires métropolitaines, à voir qu'est-ce qu'on peut projeter le plus proche possible, parce que voilà, on a ces chaînes de production qui sont liées avec beaucoup des autres activités. Un point qu'il faut noter aussi, c'est très clair que le moment de production, que c'est la dernière étape ici, parfois c'est pas vraiment la place qu'on trouve la plus grande valeur en fait. Les autres étapes peuvent aussi créer beaucoup plus de valeur que l'étape de production. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut rendre compte. Et les villes, ils ont commencé à voir ça. OK, parfois, il faut soutenir les activités. Et on peut le voir dans deux sens. Un, les activités qui ont besoin de la ville, donc les secteurs qui sont bien précisés, ou les activités que la ville a besoin, que c'est les activités plus foundational, fondamentales, qui on a besoin pour vivre dans la ville, nourriture, réparation, voiture, construction, des choses comme ça. Merci Adrienne. Je me tourne de nouveau vers David Bélanger pour savoir là aussi par rapport à tous ces nouveaux enjeux, finalement ces défis pour permettre cette relocalisation des activités productives dans la ville. Quelles sont les clés finalement? Quelles sont les solutions opérationnelles aujourd'hui proposées pour permettre, et on l'entendra ensuite, il y a une attente. Comment vous répondez? Quelles sont les clés? Je vais y répondre. Je précise juste que les propos d'Adrienne rejoignent vraiment une des cibles du site usine, de produire localement avec au moins une partie des clients sur place, avec peut-être des unités de production un petit peu plus petites, mais qui savent plus facilement personnaliser un produit. Ça fait vraiment partie des attentes dans ce renouveau industriel. Alors, ces clés, c'est que ces renouveaux de sites industriels ou éventuellement de nouvelles implantations, si des fonciers le permettent, c'est d'être inspirant, c'est d'être entraînant, c'est effectivement d'embarquer l'environnement urbain avec son aménagement. Qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? Ça veut dire, en termes de traduction et notamment sur cette opération d'usine, c'est de s'inscrire déjà dans les grands enjeux environnementaux de la ville. Lutter contre les effets d'îlots de chaleur. Actuellement, effectivement, on a récupéré un site qui était très bien entretenu, mais qui n'est pas du tout arboré ni paysagé. Donc on va créer plus de 15 000 m² d'espace vert, plus de 350 arbres de haute tige qui vont être plantés. C'est participer à la désimperméabilisation des sols. Sur la partie existante, il y a 14 000 m² de surface imperméable qu'on va traiter en local par infiltration. 8 000 m³ de rétention sur le site. C'est de lutter aussi contre les pollutions nocturnes avec un éclairage intelligent. On n'a pas besoin, même en termes de sécurité, on sait faire autrement, d'éclairer toute la nuit ce type de site. La mobilité dont on a déjà parlé, usine est encadrée par 2 stations de métro, 2 stations de tramway, la gare SNCF de Vénissieux. Donc c'est toute cette alternative offerte à la voiture. Et puis pour les quelques-uns qui viennent encore en voiture, c'est d'offrir des bornes de recharge notamment. Donc voilà, il faut savoir encore une fois être inspirant pour que être un petit peu un modèle pour l'environnement, ou un minimum dans tous les cas s'inscrire dans les mêmes enjeux qui concernent la ville. Et puis vis-à-vis des industriels, c'est les accompagner dans leur démarche de RSE. Donc là aussi des applications très concrètes sur usine.
On a un réseau de chaleur commun qui dessert les bâtiments existants, qui desservira également les bâtiments neufs, c'est le choix qu'on a fait. Ce réseau de chaleur qui a été alimenté en gaz jusqu'à l'hiver dernier, on le bascule au réseau de chaleur urbain qui bénéficie de plus de 60% de NR, et ça va aller qu'en s'augmentant au niveau de ce réseau de chaleur. C'est des bâtiments performants, à la fois dans le cadre de réhabilitation à l'avancement, et sur les bâtiments neufs, avec un énorme soin apporté sur les enveloppes thermiques, avant même de parler de systèmes performants, mais ce sera aussi bien sûr un sujet, et notamment avec des partenaires comme Aldes. Alors, c'est aussi, bien sûr, c'est ce que j'exposais dans la première partie de l'intervention, c'est poursuivre et même créer de nouveaux dialogues avec la ville, et d'identifier là où il y a des manques. Je pense que les industriels ont déjà, notamment au travers d'associations, la Ruche notamment qui est accueillie sur notre site, des capacités, des structures qui leur permettent d'échanger entre eux. Les passerelles avec l'enseignement supérieur et la recherche sont plutôt bonnes, même s'il faut bien sûr les soutenir, les maintenir. Nous identifions, et avec notre partenaire Grand Lyon, les points sur lesquels on peut faire plus. Donc aller déjà plutôt dans la scolarité, au niveau du collège, des lycées également. Et encore une fois, bien sûr, dialoguer avec son environnement urbain, avec les habitants sur tout le long du projet, pas qu'à son démarrage, mais à différents points d'étape, trouver les bonnes passerelles. Donc là aussi en s'appuyant sur la fondation Elise qui a été présentée hier sur ce stand. Merci David. Alors je me tourne de nouveau vers nos responsables d'entreprise et peut-être commencer par Samir Rachet. Et finalement, quel est l'avenir de vos entreprises dans la ville ? Est-ce que vous pensez pouvoir continuer à développer vos activités ? Et si oui, sur quelle base ? Quels sont vos besoins ? Oui et non. Le développement est nécessaire pour la vie de l'entreprise, mais les contraintes sont nombreuses. Les collectivités locales, le pouvoir législatif nous pousse d'aller plus loin, d'aller loin de la ville. Et ça, je l'ai vécu à travers mes deux entreprises, où récemment j'ai cherché des locaux pour regrouper les deux sites industriels pour pouvoir mieux produire et répondre aux exigences de mes clients avec des cahiers de charges de plus en plus sévères, avec des normes exigeantes, notamment des normes européennes. Et pour ce faire, je commençais à chercher des locaux pour regrouper les deux sites parce que c'est vital pour les deux entreprises. Les clients nous demandent d'être de mieux en mieux, d'être novatrices, de répondre à tout le cahier de charges en termes de qualité, en termes de délais, en termes de logistique. Et ça, ils ne pardonnent plus rien. Ils ne tolèrent plus rien à notre époque. Donc, pour ce faire, j'ai tourné autour de moi pour trouver de locaux industriels. C'était très difficile pendant 6 mois de trouver des locaux dans la ville qui correspondent à mes besoins. Je fais appel à des promoteurs, ils m'éloignent de plus en plus. Ils m'imposent leurs contraintes en termes de superficie pour que je puisse travailler avec eux, et sans compter le prix d'achat et les investissements qui vont se générer à travers ça, à travers ces locaux. J'ai fait appel à la région Rhône-Alpes, qui sont nos voisins aujourd'hui, et ils m'ont mis en contact avec beaucoup des agences locales qui s'occupent d'aider les entreprises pour résoudre la problématique de locaux. Et malheureusement, le problème n'est pas résolu. Ils m'ont toujours poussé le plus loin possible. C'est-à-dire, le dernier, il m'a dit, oui, j'ai des terrains, j'ai des locaux à la Tour de Pin. Comme vous le savez, je suis lié avec mes salariés avec des contrats. Et les contrats imposent une distance et un lieu d'activité. Et je ne peux pas les éloigner au-delà de quelques kilomètres, de 20 kilomètres, parce que sinon, il y a rupture de contrat.
Sinon, il y a renégociation, il y a tellement d'enjeux pour l'entreprise qu'on ne peut pas se séparer de ses salariés en les imposant des contraintes supplémentaires. À l'époque où les législateurs essayent de plus en plus de nous imposer des contraintes, je dirais, écologiques, et notamment cherchent à nous priver de nos véhicules thermiques. De plus en plus, ils nous imposent l'électricité ou les voitures électriques ou les vélos. Vous l'avez constaté comme moi, toutes les rues maintenant sont aménagées avec une piste cyclable. Donc on essaye d'éliminer la voiture, alors qu'à contrario, ils nous poussent au-delà de la ville, et ils nous imposent à faire des kilomètres. Et puis trouver une solution intermédiaire, à l'instant T, j'en ai pas. La solution, elle viendra d'en haut, c'est le pouvoir public, et uniquement le pouvoir public qui peut résoudre ces problèmes et qui répondra à l'essentiel de nos contraintes. Merci Samir. Didier, du côté d'Aldès, est-ce que finalement les perspectives sont les mêmes? Alors, nous déjà, on fait un constat qui va driver notre objectif ou un rêve que je vais dévoiler. Donc le constat, c'est que le monde évolue, ça on le constate. Mais en fait, avec ce qu'on vient de vivre ces 18 derniers mois, le monde a radicalement changé. Et les contraintes supportables d'hier deviennent insupportables. On en a parlé, le transport, les conditions de travail et la façon dont on entretient la relation entre l'employeur et les employés. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Adrien en a parlé, il faut qu'on accélère la transformation de nos entreprises. Ça, on a des devoirs. On doit faire nos devoirs comme à l'école. L'entreprise doit se réformer et doit migrer vers, alors on l'appelle Industrie 4.0, d'où notre participation active au sein de la ruche et dans d'autres actions de progrès. Mais l'Industrie 4.0, c'est vraiment un des vecteurs qui doit nous porter pour transformer l'entreprise et pour la rendre attractive. L'attractivité, on en a parlé, c'est vraiment un élément clé. Et dans l'attractivité, nous, on y met l'écrin qu'on veut offrir à nos salariés. Et on est convaincu, et c'est là où je parlais de militantisme, c'est pas une usine à 50 ou 100 km avec toutes les contraintes évoquées, c'est la manufacture, le maintien de la manufacture dans la cité, dans la ville. On est convaincu de cela. Chez Aldès, on est présent dans la ville depuis 100 ans et on compte bien y rester. Donc en fait, notre rêve, et c'est un rêve, il paraît utopiste, mais c'est que nos 500 salariés qui viennent travailler tous les jours puissent amener leurs enfants à l'école, passer à la boulangerie et venir travailler en trottinette ou en vélo ou à pied, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils nous demandent. Donc concrètement, je dirais qu'on n'a pas le choix, c'est un devoir des entreprises à maintenir ce lien avec la cité. Et moi, je voudrais remercier les mairies avec qui on travaille et la métropole qui vont permettre notre projet, au moins l'empreinte lyonnaise, de se réinstaller dans cet objectif-là. On a le fort souhait et l'ambition de rester dans la ville et on va le faire. On a d'autres projets à Toulouse et à Rennes et on a exactement les mêmes, non pas contraintes, mais les mêmes ambitions. Voilà, donc là, j'aborde le lien avec les pouvoirs publics. Ce lien-là, tu en as parlé, il doit être très fort, il doit être permanent et on doit accompagner nos projets industriels avec l'aide des pouvoirs publics. Et dans notre cas, je tiens encore une fois à remercier les pouvoirs publics qui nous aident dans nos projets. Bien, merci à tous les quatre. Donc, en tout cas, moi, je retiens de nos échanges que finalement, la balle est pour partie dans le camp de la collectivité. On voit que les industriels, eux, développent, mènent leurs activités, développent leurs industries, bon an, mal an, malgré les contraintes, malgré le manque de place qui leur est fait dans l'espace urbain. Et finalement, aujourd'hui, c'est un appel unanime à une intervention volontaire d'accompagnement, de restauration de cette place, puisque vous nous l'avez rappelé, Adriane, historiquement, l'industrie a sa place en ville. Elle a pu être mise en question. Aujourd'hui, elle se réaffirme. On voit que des solutions se développent. Voilà, donc est-ce qu'une question émerge ou est-ce qu'on clôt notre échange?
pour aujourd'hui. Vous voulez rajouter quelque chose, Adrian? Oui, je vais juste ajouter un point que Didier a commencé à pousser, c'est la relation entre les acteurs publics et les acteurs privés. Et avant, il y avait un problème, j'imagine, d'image de l'industrie. Et enfin, on a les acteurs privés, ils ont trouvé de plus en plus isolés. Et actuellement, c'est une question de comment on peut voir le lien entre les acteurs manufactures et tous les autres chaînes de valeur. Donc c'est une grande question, par exemple, avec vous, avec la production des moules en plastique. Peut-être ça c'est lié à la production de quelque chose que la ville a vraiment besoin. Mais chaque acteur doit se trouver dans une place de soutenir cette histoire. Et les acteurs privés, ils ont absolument besoin de la soutien de cet réseau. Et c'est un grand challenge pour les acteurs publics de voir ce réseau. Par exemple, si un acteur privé, un acteur manufacture va se clôturer, ça va avoir des implications beaucoup plus loin qu'on peut voir. Donc pour les acteurs publics, et un grand challenge pour les acteurs publics, c'est de trouver les moyens de voir comment les entreprises sont liées à une grande chaîne de valeur beaucoup plus loin que juste les entreprises privées, sinon avec les institutions de recherche aussi et innovation. Et créer quelque chose qui est flexible. Parfois, bien sûr, il faut qu'on laisse une activité partir parce que c'est difficile, mais si cette activité est liée avec beaucoup des autres acteurs, il faut trouver les moyens qu'on peut le soutenir. Merci. Merci à tous. On va clore notre échange. Bonne fin de journée.